Super. Alors, ben, bonjour, bienvenue. Je suis Caroline Maranda. On travaille, Catherine et moi, pour Via Conseil. Catherine est consultante avec nous déjà depuis quelques années. Puis aujourd'hui, ben, on est vraiment très content de pouvoir vous présenter un peu les grands éléments là, qui ressortent de notre enquête sur les conditions de travail. Donc, dans le fond, le menu aujourd'hui, ben, on va vous présenter un petit peu là, justement comment cette enquête-là a été montée, le profil des répondants et les 10 faits saillants de notre enquête cette année avec quelques statistiques. Puis ensuite, ben, on pourra couvrir certains éléments là, qui est important peut-être à prendre en considération pour faire des choix en matière de conditions de travail. Et si on a la chance, le temps, on pourra là, avoir aussi une petite période de questions à la fin si vous avez soit des partages intéressants à faire avec les autres participants ou des questions particulières. Donc, alors, sans plus tarder, on va débuter là, cette présentation-là. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont participé à l'enquête, peut-être que d'autres n'ont pas nécessairement eu l'occasion là, de le faire, mais sachez que c'est quand même la 7e année où qu'on cumule là, des données sur tout ce qui est autre que salarial, parce qu'en fait, bon, on considère qu'il y a quand même très peu là, d'informations et de statistiques et de données là, valides là, quand on parle de congés, d'horaires de travail, de primes, d'assurance collective, de toutes sortes de composantes là, de la rémunération globale. Et avec ce qu'on a vécu dans les dernières années, en fait, ces éléments-là deviennent de plus en plus importants pour les organisations, pour les employés. Donc, et ça peut souvent être un élément distinctif, là, vraiment très intéressant. Alors, je pense qu'on est très heureuse là, de pouvoir vous partager, avoir ces données-là et d'être en mesure là, de les partager avec vous aujourd'hui. Alors, pour l'édition 2023, parce qu'en fait, ce qu'on vous présente, on est en 2024, puis ce sont des données là, et des informations qui ont été obtenues là, à l'automne, là, à la fin de l'automne 2023. Dans notre enquête, on avait là, une représentation, à peu près 55 des répondants là, ont donné des informations à même là, des OBNL, donc des organismes sans but non lucratif, et 43 là, d'organisations privées, quelques organisations publiques, parapubliques. La plupart, quand même, 86 des répondants ne sont pas syndiqués. Donc, puis quelques organisations avaient un groupe d'employés syndiqués et d'autres là, étaient entièrement là, syndiqués. Donc, c'est quand même assez bien là, réparti, je dirais, là, notre échantillon est quand même assez représentatif, là, je pense, de la plupart là, des organisations au Québec. Beaucoup d'organisations plus petites, donc 43 des organisations ont moins de 25 employés. Donc, c'est sûr que beaucoup des clients qu'on accompagne, là, justement, se retrouvent dans ce créneau-là. Un autre 25 entre 25 et 50, un autre 20 quelques pourcents entre 50 et 100 employés et un 12 là, d'organisations qui ont plus de 100 employés. Et à droite, là, vous avez aussi la répartition là, en termes de budget d'opération ou de chiffre d'affaires. Donc là aussi, là, ça représente là, plus ou moins là, quand même une répartition relativement euh, euh, représentative. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est des données pour l'ensemble de ces organisations-là. Donc, c'est sûr que si vous souhaitez avoir des informations plus spécifiques pour votre marché de référence à vous, bien, ce sera pas exactement là, ce qu'on va faire aujourd'hui, mais sachez que c'est quand même possible parce que nous, on cumule là, des données depuis maintenant là, plusieurs années. Donc, c'est possible quand même pour nous de faire des analyses qui sont plus ciblées sur un secteur d'activité en particulier. Alors, on y va avec notre premier fait saillant de l'enquête. En fait, cette année, ce qu'on observe, puis c'est pas nécessairement là, la première année, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui continuent de se questionner sur leur offre de rémunération globale. En fait, près du trois quarts là, des organisations considèrent bonifier ou souhaitent bonifier leur offre de rémunération globale ou les avantages qui sont offerts à leurs équipes en 2024.
Donc, ça fait quand même, là, et c'était le cas un petit peu aussi l'année dernière. Donc, nécessairement, le contexte actuel, les enjeux de pénurie de main-d'œuvre forcent beaucoup d'organisations, là, ou en fait, incitent beaucoup d'organisations à se questionner. Et c'est un peu, là, je pense, ce qui fait qu'on avait de l'intérêt aussi là, pour ce webinaire-là. Donc, dans les changements que les organisations envisagent, bon, c'est sûr, beaucoup, là, près de 40 envisagent revoir leur offre au niveau des salaires, donc peut-être rehausser les salaires, revoir leur structure salariale ou prévoir des ajustements, là, peut-être des rattrapages au marché ou des ajustements qui sont plus ciblés sur certains emplois. Certains ont travaillé davantage au niveau des avantages sociaux, que ce soit de mettre en place des assurances collectives s'ils n'en ont pas déjà ou de revoir les protections là, qui sont prévues dans leur programme d'assurance collective. Donc, ça pourrait être, par exemple, d'inclure de la télémédecine ou différents là, éléments peut-être qui ne sont pas encore offerts à l'heure actuelle. Beaucoup, puis on va y revenir un petit peu aussi tantôt, beaucoup se questionnent aussi sur leur politique de congés-vacances. Certains souhaitent aussi questionner ou mettre en place un programme d'épargne retraite ou peut-être revoir la contribution de l'employeur. Puis après ça, là, on va retrouver d'autres éléments là, plus autour de la santé, mieux-être, la bonification, les horaires de travail. Donc, vous avez là, un peu tous les éléments là, qui ont été partagés là, par les répondants du sondage. En termes, au niveau du deuxième fait saillant là, qu'on a soulevé dans l'enquête, en fait, il y a près de environ 84 des organisations qui, à l'heure actuelle, ont dit avoir une structure salariale, ce qui est quand même bien. Donc, c'est quand même une grande proportion là, des répondants qui ont des outils de rémunération. Puis, ce qu'on voit, c'est que par rapport à 2022, il y a quand même eu une augmentation de 12 par rapport aux données de l'année dernière. Donc, on voit là, puis je pense que ça fait partie des bonnes pratiques aussi, mais c'est sûr que dans un contexte plus volatile où les défis sont plus grands, c'est sûr que d'être capable de s'appuyer sur des outils qui sont objectifs, ça nous permet aussi comme gestionnaire, comme entrepreneur ou comme conseiller en ressources humaines là, d'être capable d'appuyer nos décisions sur quelque chose de plus solide. Puis ça a aussi un effet là, important sur la perception d'équité. Donc, ça, c'est quand même des bonnes nouvelles là, de voir que les organisations se structurent davantage. À titre de référence, en fait, vous avez ici un peu la proportion, là, le type de structure salariale qu'on retrouve dans les organisations. Donc, on a quand même une bonne proportion, là, je dirais à peu près presque un tiers, un tiers, un tiers là, des organisations qui ont des structures de type bande salariale, donc des structures qui sont un peu plus flexibles où on a un minimum, un maximum. On a un 30 des organisations qui ont des structures à échelon. Donc, où là, on va progresser de façon plus systématique, souvent en fonction soit de l'ancienneté ou du nombre d'heures travaillées. Et on a un autre 30 là, presque des organisations qui vont avoir à la fois des bandes salariales pour certains postes et une structure à échelon pour d'autres postes. Donc, souvent, on va voir ça, entre autres, dans des organisations où on va voir parfois des bandes salariales pour les employés plus administratifs ou les professionnels, peut-être dans un milieu manufacturier, par exemple, on pourrait voir là, des structures à échelon là, pour d'autres types de fonctions. Et certaines organisations ont plus des échelles là, ou un taux unique par poste. Donc, on a un 5 là, d'organisations qui se retrouvent à ce niveau-là. Catherine, tu m'interromps. S'il y a des questions là, que tu penses qui peuvent être pertinentes, hésite pas. Oui, puis en fait, j'ai juste mentionné, il y a quelqu'un qui a demandé dans le Q&A si on allait avoir accès à la présentation visuelle suite au webinaire. Donc, juste pour aviser les gens que oui, ça va vous être transmis par la suite. Oui, exactement. Puis la présentation d'aujourd'hui est aussi là, enregistrée, donc ça va être aussi mis sur notre chaîne YouTube si vous voulez la revisionner là, à nouveau. On voulait quand même aborder, puis on va y revenir un petit peu plus tard là, sur la notion de transparence, parce que c'est souvent des questions qu'on se fait poser par nos clients là, quand on les accompagne dans la mise en place d'outils de rémunération, dans quelle mesure on doit
communiquer ou est-ce qu'on devrait communiquer là, nos outils de rémunération. Puis, en fait, il n'y a pas pour le moment d'obligation de communiquer les structures salariales. Cela dit, il y a quand même une tendance là, assez forte là, vers davantage de transparence, notamment, en tout cas, j'imagine peut-être que vous êtes déjà au courant, mais il y a quand même des lois en Colombie-Britannique, maintenant en Ontario, sur l'obligation là, de communiquer, entre autres, les salaires ou les échelles salariales dans des affichages de postes. Donc, c'est sûr qu'il y a une tendance vers davantage de transparence qui va être peut-être exigée aussi au Québec d'ici quelques années. Donc, je pense qu'il faut tranquillement là, se diriger dans cette direction-là. Pour le moment, on voit quelque chose qui est quand même relativement partagé. Donc, on a un 30 là, des organisations où, à l'heure actuelle, la structure est plutôt confidentielle, donc réservée là, aux gens de finance et aux ressources humaines. On a un 13 là, où les structures sont communiquées seulement aux gestionnaires. Euh, il y a un 20 où l'échelle va être communiquée, mais l'échelle de l'employé va lui être communiquée. Donc, on ne connaît pas l'ensemble de la structure salariale ou des échelles, mais on connaît notre propre échelle salariale et finalement, quand même 40 où toutes les échelles, là, donc toutes les classes salariales sont communiquées à l'ensemble des équipes. Donc, voilà, au niveau des structures salariales. Troisième, fait saillant, en fait, ce qu'on voit, c'est que on a posé la question aux répondants, c'est quoi les stratégies que vous avez mis en place en 2023 pour être capable de répondre là, aux enjeux de main-d'œuvre et essayer là, de faire en sorte d'attirer, de fidéliser des talents. Donc, vous avez ici un peu la liste des stratégies qui ont été mises de l'avant par les organisations. Et c'est quand même intéressant de voir que presque une entreprise sur deux qui a vraiment misé beaucoup d'énergie sur la flexibilité, donc les horaires flexibles. C'est une des stratégies qui a été mise de l'avant le plus. Sinon, tout ce qui touche les congés payés, il y en a certains qui n'ont pas nécessairement rien fait de particulier. Peut-être qu'ils n'ont pas, eux, d'enjeux trop grands en termes de pénurie où ils ne sont pas rendus là, à revoir leurs pratiques. Certains ont fait des changements de titre. Ça peut être intéressant parce que c'est sûr que des titres d'emploi, ça a un effet quand même attirant là, pour certaines personnes, mais il n'y a pas nécessairement de coût directement lié à ce type de pratique-là. D'autres ont considéré des augmentations de salaire hors cycle, donc peut-être plus qu'une augmentation durant une année, des programmes de reconnaissance. Là encore, on voit l'horaire réduit. Donc, certains sont réduits même à la semaine de 4 jours ou passer de 40 heures à 37,5 ou 35 heures. Donc, ça fait partie des stratégies. Donner des promotions, rembourser des frais de scolarité. Donc, on voit là que il y a eu toutes sortes de moyens qui ont été mis de l'avant, mais tout ce qui touche un peu la conciliation, travail, vie personnelle et la flexibilité, là, c'est quand même là, ressorti là, de façon importante. Puis, c'est une bonne nouvelle parce que, en fait, ce qu'on sent, c'est que ça fait quand même partie des priorités des chercheurs d'emploi aussi. Donc, je pense que c'est une bonne réponse là, de la part des organisations aux besoins là, des chercheurs d'emploi ou des travailleurs. Dans ce sens-là, on a aussi posé la question quel type d'arrangement ou quel type de flexibilité, d'aménagement de temps de travail est offert dans vos organisations. Donc, l'horaire d'été est quand même en haut de liste. Donc, certains, 20 là, des organisations qui ont répondu disent offrir l'horaire d'été, 18 des horaires à temps partiel, l'horaire variable à 17 des horaires compressés, donc sur 4 jours ou 4 jours et demi aussi, ça c'est apparu. Sinon, ben là, dans une moins grande mesure, là, on va avoir des horaires partagés ou ce genre de choses-là. Donc, voilà. Alors, vous avez quelques informations à ce niveau-là. Quatrième fait saillant, avant que je cède la parole à Catherine pour les autres faits saillants.
En fait, on a posé des questions autour des primes de référencement. Donc, on le sait, beaucoup d'organisations ont de la difficulté à attirer de la main-d'œuvre, à recruter au sein de leur organisation. Donc, on voulait savoir, est-ce que certains d'entre vous offrent des bonis ou des primes de référencement? Ce n'est pas encore répandu dans la majorité des organisations, mais on a quand même plus du tiers des organisations qui ont ce type de mesures-là au sein de leur organisation. Donc, c'est quand même intéressant. Puis c'est vrai que les coûts d'embauche et les coûts de roulement sont tellement élevés. Donc, si parfois ça nous coûte moins cher de payer nos employés pour qu'ils nous réfèrent des gens, puis c'est quand même prouvé aussi que le taux de rétention d'employés qui ont été référés dans nos organisations là, est souvent 2 fois plus élevé là, que quand on embauche quelqu'un qui n'a pas nécessairement là, de lien avec notre organisation. Et au niveau des montants, en fait, qui sont offerts là, quand on offre des primes de référencement, vous avez ici le montant moyen là, qui est offert pour des postes de direction. Donc, on est autour de 700-800 $ là, pour des postes de direction, de gestionnaire, de professionnels. Au niveau des soutiens administratifs, on est plus près de 700 $. Le personnel technique aussi. Et pour d'autres types de postes, là aussi, on était dans le fond, autour de 700 à 800 $ là, pour des postes, des personnes qui sont référées, qui sont embauchées. Dans certains cas, les montants sont versés là, dans plus qu'un versement. Là. Je ne connais pas nécessairement toutes vos pratiques, là, mais parfois, il y a des montants qui sont versés directement à l'embauche, après ça, peut-être après la période de probation. Puis même certains là, vont verser après 1 an là, si la personne reste en poste. Donc, il faudrait voir un peu comment ces programmes-là là, sont définis, mais quand même, ça vous donne une idée là, des montants qui sont alloués là, dans le cas d'une prime de référencement. Catherine, je vais te céder la parole pour les autres faits saillants. Oui, certainement. Donc, au niveau du fait saillant numéro 5, on a sondé en fait là, sur la possibilité de travailler à distance. Là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a quand même 90% des organisations qui autorisent les employés à travailler à distance, ce qui représente une augmentation de 15% quand même par rapport à 2022. Je pense qu'on a peut-être un petit problème avec nos données qui n'étaient pas tout à fait là, mais on peut passer à l'autre, c'est correct. Au niveau si on continue dans la même optique des faits saillants, on a demandé aussi quel est le nombre de journées, en fait, de télétravail auxquelles les employés pouvaient bénéficier dans une semaine de travail. Donc, on voit là qu'on a 2 journées à 27, 3 journées à 15%, on a 4 journées et plus à 32%, puis on a quand même remarqué une certaine augmentation au niveau du 2 jours par semaine. Potentiellement, le fait qu'il y a un désir de retour au travail qui peut avoir une influence à ce moment-là sur le nombre de jours là, qui vont être autorisés à travailler en télétravail. Au niveau du fait saillant numéro 6, on a parlé au niveau des politiques de congés et des vacances. Donc, on a près de 2 organisations sur 10 qui ont modifié, pardon, leur politique de congés et leur politique de vacances. Donc, depuis, Ouais. ça va. Depuis janvier 2023, est-ce que vous, tu sais, votre organisation a amené des changements au niveau du nombre de jours qui est offert ou non? Et puis, donc 16% oui, 84% non. On est allé aussi demander, dans le fond, le nombre de jours de congés fériés, y compris ceux stipulés par la loi qui étaient offerts et qui comprenaient également les congés festifs qui sont, par exemple, les congés des fêtes là, qui peuvent être, si par exemple le bureau est fermé en Noël, le jour de l'an, si ces journées-là sont payées. Au niveau de la loi, on a 8 journées fériées obligatoires. Donc, on remarque qu'on a quand même 24% des organisations qui s'en tiennent aux 8 journées fériées. Puis à l'opposé, on a quand même 38% qui sont dans le 13 et plus, possiblement parce que justement, là, les journées, fériées au niveau du temps des fêtes peuvent être, inclus à ce niveau-là. On est allé demander également au niveau des congés de maladie, en fait, qui étaient rémunérés et offerts par l'organisation, incluant là, les 2 jours qui sont prévus là, dans la loi sur les normes du travail. Donc, on a tout de même 37% des organisations qui s'en tiennent
aux 2 jours offerts qui sont en fait, demandés par la loi. Par la suite, on a une déclinaison là, de 3, 5, 6, 7 jours qui peuvent être donnés, puis on a quand même un 1 qui est plus de 15 jours par année, mais on voit que la tendance se tourne plus aux alentours là, de 2 jours, moins de 5 jours annuellement. On est allé demander également aux participants du sondage si les gens pouvaient bénéficier de vacances dès la première année d'entrée en poste, donc lors de recrutement. On a 56 donc la majorité des gens qui vont répondre oui au prorata des mois travaillés durant la première année. Donc, l'idée étant que l'employé doit cumuler ces heures-là avant de pouvoir les prendre en vacances. Et on a 23 qui disent que oui, les vacances sont offertes dès le premier jour. 10 non et un 11 qui était autre. On remarque quand même une certaine tendance à ce que ça soit un point des fois de négociation lors d'une embauche, là, de vraiment pouvoir profiter de vacances, tout dépendant aussi où est-ce qu'on se situe dans notre carrière, si on est en début de carrière, si on est en milieu de carrière, ça fait longtemps qu'on est sur le marché du travail. Donc, c'est quand même un point important là, à considérer lors d'une nouvelle embauche. Au niveau du fait saillant numéro 7, on est allé sonder par rapport à des politiques de diversité et d'inclusion, donc l'EDI, qui est un sujet qui est quand même très d'actualité. On a remarqué que près de 2 tiers des répondants ne possèdent pas en ce moment de politique de diversité ou inclusion. On a tout de même 18 des organisations qui sont en réflexion en ce sens-là. Donc, à mon avis, c'est une tendance qu'on va voir à la hausse dans les prochaines années. Les gens se questionnent et puis tranquillement, je pense qu'on va voir les pourcentages s'inverser au niveau de ce fait saillant-là. Mm. C'est souhaitable. Oui, tout à fait. Mhm. Au niveau du fait saillant numéro 8, on est allé demander c'était quoi les enjeux et les défis RH les plus importants. On remarque que l'attraction est l'enjeu le plus important pour le moment. Par contre, on a beaucoup aussi le transfert de connaissances puis la préparation en vue de la relève qui a augmenté de 13 par rapport à 2021. Certainement, les organisations sont je cherche mon mot, pas considérés, mais sont, à l'affût de ce qui se passe avec le mouvement des employés, tout ça, souhaitent s'assurer qu'il y a une relève, de former leurs employés, donc qui restent à l'interne également, donc on voit que c'est une préoccupation. Mm. Au niveau du fait saillant numéro 8, on est allé demander justement les 3 principaux défis en matière de ressources humaines. Donc, sans aucune surprise, le premier étant l'attraction et l'embauche de nouveaux employés à 47 qui est encore bien présent. On a tout de même la rémunération globale qui reste un enjeu important à 38 et on le remarque ici, là, le transfert de connaissances et la préparation de la relève à 34 qui prend vraiment de la place également. Donc, ça peut être une façon aussi de transfert de connaissances, préparation de la relève, de s'assurer de maintenir nos employés en place, qu'ils soient satisfaits, de les développer également. Donc, ça fait partie de Mm. tout ça. Oui, définitivement. Puis peut-être l'élément à rajouter, probablement une des raisons aussi pourquoi ça se retrouve là, au-delà, là, tu sais, en plus de la pénurie, c'est que je pense que ça fait aussi partie des besoins et des attentes des nouvelles générations. Ça fait partie des aspects qui sont les plus importants, je pense, pour eux, leur capacité à pouvoir apprendre et se développer. Donc, si on veut être capable de retenir là, cette génération-là, il faut aussi mettre en place là, des stratégies là, pour être capable de répondre à ce besoin-là là, de développement. Tout à fait. Au niveau du fait saillant numéro 9, on est allé questionner sur les augmentations de salaire moyennes que les organisations pensaient offrir. Donc, on a 54 des organisations qui envisagent d'offrir une augmentation de salaire moyenne entre 3 et 4. On a moins d'organisations qui prévoient une augmentation au-delà de 4 si on compare là, à 2022. Donc, on le remarque dans le graphique en bas, on a 3 à 4 54, entre 1,5 et 2 on est aux alentours du 26 et vraiment le plus de 4,5 à 5,5, on est à 13 donc diminution par la suite. Mhm. Puis peut-être pour ajouter un peu à ce point-là, là, tu sais, ça se ressemble un peu à ce qu'on a vu, disons,
en 2022. En fait, on était aussi à peu près autour de 4,2 plus ou moins là, cette année. Là, ici, on a 3 et 4 mais je dirais qu'on est un petit peu plus en bas du 4 là, on est plus autour de Mhm. 3,8 si on avait à faire une moyenne. Puis, tu me partageais justement hier aussi les gens qui se posent la question autour de leur échelle salariale, parce que ça, c'est vraiment l'enveloppe d'augmentation de la masse salariale. Mais l'autre décision aussi que beaucoup d'organisations vont à prendre, c'est de quelle façon ils vont indexer leur structure salariale s'ils ont à l'indexer. Puis là, généralement, on va souvent avoir à peu près une différence, en fait, entre l'augmentation globale et l'indexation de l'échelle. Puis cette année, on est plus autour de 3 mais peut-être garder en tête qu'idéalement, il faudrait faire au moins peut-être une différence d'à peu près 1 disons, entre votre augmentation globale et l'indexation de votre échelle, de façon à ce que les gens puissent progresser dans leur échelle. Donc, peut-être un petit point là, d'information additionnelle à ce niveau-là. Et au niveau du fait saillant numéro 10, donc le dernier fait saillant, on est allé questionner sur le budget de formation professionnelle pour le développement. On a plus de 3/4 des organisations qui prévoient un budget pour le développement professionnel. Donc, on a 64 des répondants qui vont dire oui pour toutes les catégories d'emplois. 23 qui n'ont pas de budget de développement et on a 13 qui sont seulement pour certaines catégories. Ça fait du lien également avec ce que Caroline mentionnait un petit peu plus tôt par rapport aux besoins des gens de se développer. La formation professionnelle peut être vraiment un outil très attractif là, pour les employés en poste. Et on est allé questionner justement le budget qui est alloué, donc le montant annuel qui va être alloué par employé. Donc, ce qu'on remarque ici, en fait, on a quand même un 31 donc la majorité qui va être entre 400 et 599 On a un 12 qui est plus élevé que ça, 19 en haut de 1000, mais sinon, tu sais, on remarque quand même là, que la tendance là, d'un bon 40 va être en bas de 400 annuellement pour la formation. Donc, ça fait le tour pour ce qui est de nos faits saillants. Par contre, si vous voulez en savoir plus, sachez que sur le site web, avec la présentation d'aujourd'hui, on va vous envoyer également le lien pour le site web. Vous avez la possibilité d'acheter le rapport d'enquête complet avec tous les données, toutes les explications également. Vous pouvez également participer à la 8e édition de l'enquête qui va se dérouler à l'automne 2024. Quand vous participez en fait à l'enquête, suite à l'analyse, on vous fait parvenir le rapport complet. Donc, ça peut être une autre belle façon de pouvoir recevoir le tout. Et nous, ça nous permet également d'avoir plus de données, que ça soit plus représentatif du marché. Vous pouvez également obtenir une analyse qui est plus spécifique pour votre organisation selon votre marché de référence. Si, par exemple, vous voulez avoir seulement les données des OBNL ou du marché privé, le nombre d'employés. Donc, on peut vraiment aller départir les résultats selon certains critères. Tout ça, vous pourrez le voir en fait là, avec le lien qu'on va vous donner vers notre site web. Excellent. Donc, en fait, on voulait profiter quand même de l'occasion parce que c'est sûr que ça représente là, les salaires et les conditions de travail quand même une grosse portion souvent là, de vos budgets là, dans vos organisations. Donc, l'objectif est quand même d'être capable de faire des choix qui sont stratégiques et qui sont éclairés. Alors, le but, en fait, quand on réfléchit à notre structure de rémunération ou à notre politique de rémunération, c'est pas nécessairement juste de suivre le marché et de faire ce que tous vos concurrents ou vos collègues font. Je pense que c'est important que vous gardiez en tête que les choix que vous faites, ils se doivent d'être stratégiques, ils doivent être cohérents avec votre culture d'entreprise, vos valeurs organisationnelles, que ce soit évidemment dans la façon que vous allez octroyer les ajustements de salaire ou le positionnement que vous souhaitez avoir face à votre marché. Je pense qu'il faut rester en adéquation avec qui vous êtes. De prendre en considération votre mission, votre raison d'être. Donc, dans certaines organisations, on va vouloir peut-être miser davantage sur le salaire ou à la promotion ou d'avoir plus de niveaux parce que c'est des environnements qui sont un peu plus concurrentiels ou compétitifs. Dans d'autres organisations, on va vouloir peut-être avoir des écarts salariaux qui sont moins grands entre les plus hauts salariés et les plus bas salariés parce qu'on
on est porté davantage par une mission de justice sociale, par exemple, ou peut-être que la bonification, par exemple, peut être pertinente dans certains environnements, moins dans d'autres types d'organisations. Donc, je pense que ces décisions-là, aujourd'hui, on vous présente des données de marché ou si vous faites des enquêtes salariales, vous allez obtenir des repères salariaux, mais je pense que ça reste important que vous vous retourniez vers votre organisation et que vous fassiez des choix qui sont stratégiques pour vous. D'autres éléments à prendre en considération, c'est entre autres le type d'emploi que vous avez dans votre organisation. Dépendamment du temps nécessaire pour former les gens puis pour que les personnes que vous embauchez deviennent autonomes dans votre organisation, plus c'est long et plus ça coûte cher de recruter des nouvelles personnes, plus c'est sûr que d'avoir une politique qui est un peu plus concurrentielle, peut-être offrir des salaires qui sont un peu plus élevés, ça peut être pertinent parce que votre coût de roulement est très, très grand. Donc, ça fait partie des choses à réfléchir. Au niveau de la disponibilité de la main-d'œuvre, ben, ça va un peu aussi avec votre coût de roulement. Euh, Ceci étant dit, on aimerait tout ça être au 99e percentile du marché, mais ce n'est pas toujours possible. Vous avez une capacité financière, il faut en tenir compte. Donc, certains, bon, on peut surfer un peu sur la notoriété ou notre mission. Des fois, certaines organisations sont capables facilement d'attirer des gens dans leur organisation. Donc, peut-être que c'est pas tant au niveau de la rémunération que vous avez besoin d'être très, très attractif parce que vous avez plein d'autres aspects là, qui vous permettent d'attirer de la main-d'œuvre. Là, aujourd'hui, on a parlé de conditions. Certains ont des salaires. Donc, ça aussi, dans quelle mesure vous souhaitez avoir des salaires très concurrentiels ou peut-être plus miser sur les conditions de travail. Souvent, c'est ce qu'on va voir aussi dans les OBNL, entre autres. Là, beaucoup vont miser beaucoup sur l'horaire de travail, le nombre de congés, les vacances, en sachant que peut-être là, au niveau du salaire de base, on peut peut-être être un petit peu moins là, concurrentiel. Donc, dans le fond, mon message aujourd'hui, c'est de dire, ben oui, allez chercher des données de marché, mais après ça, réfléchissez à ce qui est bon pour votre organisation, puis ultimement, ce qui va permettre de vous différencier. Donc, soyez créatifs parce que de faire ce que le marché fait, c'est intéressant, mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir votre saveur à vous, votre couleur, puis d'avoir des conditions qui sont différentes de ce que le marché ou de ce que vos concurrents en matière de main-d'œuvre là, peuvent offrir. On avait une question, Caroline, dans le chat que Oui, je trouve intéressante, puis peut-être que tu vas avoir une réponse par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui demandait si on avait des données de marché ou une opinion par rapport au budget, au pourcentage du budget annuel qui devrait être consacré aux ressources humaines versus le budget total. La personne mentionnait qu'elle avait un 80 maximum en tête par rapport au budget total de l'organisation. Qu'en est-il de ton côté sur cette question? c'est une bonne question. C'est pas simple. En fait, ça dépend beaucoup du type d'organisation qu'on a, du marché dans lequel on évolue. Donc, c'est sûr que si on est une entreprise de service, par exemple, ben la portion salaire représente une beaucoup plus grande partie là, de nos dépenses, là, ou en tout cas de notre budget, que si on est une entreprise manufacturière où là, il y a beaucoup de coûts de matériaux, de coûts de distribution, ainsi de suite. Donc, mais 80 ça me semble quand même souvent quelque chose qu'on va voir, qu'on va entendre, particulièrement dans des entreprises là, où la main-d'œuvre est une grande partie là, de nos coûts. Puis au niveau des assurances ou de tout ce qui est autre que salarial, là, souvent, on va calculer là, juste les déductions à la source, donc juste les cotisations employeurs, là, on est à peu près, là, dépendamment des salaires, autour de 8-9 À ça s'ajoute les vacances ou les autres là, dépenses. Donc, souvent, on va osciller entre 8 à 15 là, qu'on ajoute là, au coût du salaire de base. Puis normalement, là, dans notre 80 là, ça devrait inclure à la fois notre salaire de base, mais aussi tous les avantages là, qui sont rattachés
à aux conditions là, salariales là, de nos gens. Donc, voilà. Donc, s'il y a des contributions REER, tout ça, là, ben, j'aurais tendance là, à inclure ça. Après ça, c'est sûr que si vous êtes un OBNL, ça dépend des autres dépenses que vous avez, là, si vous avez des locaux, du matériel, de la nourriture, des déplacements. Donc, il faut prendre en considération votre réalité, là, mais sinon, là, vite, vite comme ça, là, je dirais là, que ce serait ma réponse à cette question-là. L'autre élément qu'on trouvait quand même important de vous partager, c'est que, en fait, les conditions de travail ou les avantages, on en offre, en fait, pour répondre à différents besoins de nos employés. Et on retrouve des besoins à différents niveaux. Donc là, vous reconnaîtrez probablement là, la pyramide de Maslow. Donc, souvent, quand on parle de salaire de base, bien, en fait, quand on offre un salaire de base, on vient répondre essentiellement à nos besoins physiques, donc aux besoins de se loger, de se nourrir, de s'habiller. Donc, c'est sûr qu'au départ, le salaire, c'est fait pour répondre à ces besoins-là. C'est vrai qu'indirectement, parfois notre salaire est aussi une façon de reconnaître nos employés, mais il y a d'autres moyens aussi d'y arriver. Donc, une fois qu'on a passé notre besoin physique et que ce besoin-là est répondu, bien là, on va être capable d'offrir d'autres conditions qui viennent répondre à des besoins là, fondamentaux qui sont peut-être différents. On a nos besoins de sécurité. Donc, souvent, les avantages qu'on va retrouver qui répondent à ce besoin-là, ça va être juste, par exemple, la stabilité d'emploi, donc de savoir qu'on va avoir un emploi dans un mois, dans un an. Tout ce qui touche les congés, les vacances, les assurances collectives, aussi notre sécurité physique, donc la santé, sécurité, donc de travailler dans un milieu qui est sécuritaire physiquement, mais aussi psychologiquement, donc tout ce qui touche le climat de travail, là, tu sais, donc ça pourrait rentrer à ce niveau-là. Une fois que ça s'est répondu, bien, on peut passer à un autre niveau, donc qui est notre niveau de le besoin d'appartenance. Donc là, on va retrouver toute l'atmosphère de travail, les relations de travail, le sens aussi au travail, dans quelle mesure on a l'information et qu'on communique, là, dans le fond, de l'information pour se sentir là, faire partie d'un tout, d'une organisation. Donc là, on répond à notre besoin d'appartenance. Ensuite, on a notre besoin d'estime. Donc là, tous les programmes de reconnaissance, les programmes de développement des compétences, le titre d'emploi, là, j'en parlais tout à l'heure. Donc ça vient répondre à des besoins d'estime, de l'implication aussi qu'on va permettre à nos employés. Donc, quand on a des structures plus horizontales ou qu'on met en place des comités ou des choses comme ça, bien, ça va nous permettre de répondre à ce besoin-là. Et finalement, on a notre besoin d'accomplissement, donc notre besoin de sentir qu'on est capable de se développer, de se réaliser, notre besoin d'autonomie aussi, dans quelle mesure on a des projets, des défis là, on est en mesure de relever. Donc, tout ça, euh, ça se trouve avec des besoins, puis nos conditions ou l'environnement dans lequel nos employés évoluent vont pouvoir répondre à différents besoins. Ceci étant dit, pourquoi on revient souvent à la rémunération? C'est sûr que dans un environnement de travail où, pour différentes raisons, on sent qu'on n'est pas en mesure de répondre aux besoins physiques de nos employés parce que nos salaires sont peut-être tellement bas qu'ils ont peine à payer le loyer ou faire l'épicerie ou payer l'éducation de leurs enfants. C'est sûr que même si on offre des occasions de se développer ou des formes de reconnaissance non monétaire, ben, tant aussi longtemps que ces besoins physiques-là ne seront pas répondus, même si on offre d'autres types de conditions, ben, c'est comme si on n'est pas rendu là comme employé. Là. Donc, fait que c'est important de réfléchir à nos conditions en s'assurant là, qu'on commence par la base et qu'on construise là, éventuellement là, pour jusqu'aux besoins d'accomplissement. Et ben, d'une personne à l'autre aussi, ces besoins-là peuvent être plus ou moins importants. Donc, certains vont vraiment être beaucoup là, dans les besoins de sécurité, d'autres vont avoir besoin davantage d'accomplissement. Donc, peut-être aussi
sonder vos gens, puis essayer de voir qu'est-ce qui est important pour eux, parce que parfois on met beaucoup d'énergie ou de ressources financières dans certaines de nos conditions, puis ça répond pas nécessairement toujours aux besoins. Une autre statistique qu'on trouvait quand même intéressante, parce que ultimement, ce qu'on veut, c'est rendre nos équipes heureuses. Puis oui, le salaire, c'est important, mais on a retrouvé là, des statistiques là, fournies là, par Amélio qui disaient que dans le fond, les 4 éléments là, les plus importants qui rendent nos équipes heureuses, c'est le fait de se sentir apprécié, la relation avec nos collègues, notre capacité à concilier notre vie personnelle et le travail, notre relation avec notre gestionnaire. Et en 8e position, ben, le salaire de base arrive. Donc, oui, c'est important. Il faut y penser, il faut être capable d'offrir des conditions qui sont importantes, mais ne perdez pas de vue qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui sont probablement même encore plus importants pour la plupart de vos équipes. Donc, il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Dans ce sens-là, ben, on trouvait intéressant peut-être de vous faire réfléchir, hein, parce que le salaire, ça coûte cher, hein, c'est des gros budgets pour vos organisations et parfois, quand on rehausse nos salaires annuellement, c'est un coût réel pour les organisations, mais parfois, c'est pas nécessairement, ça fait pas toujours, ça n'a pas toujours l'impact escompté auprès de nos employés. Donc, on voulait faire un petit peu l'exercice là, de vous donner des idées, entre autres, de quand on parle d'une augmentation, par exemple, de 3 pour une personne qui gagnerait 25 de l'heure, ben pour lui, pour l'organisation, c'est un coût direct de 1 700 mais pour l'employé, c'est souvent beaucoup moins que ça. En fait, quand on parle de quelqu'un qui gagne 25 de l'heure, donc à peu près 50 000, 3 ça peut vouloir dire à peu près 1 500 Puis une fois qu'il a payé ses impôts, ben, c'est peut-être 600 700 dans ses poches. Fait que c'est pas nécessairement beaucoup, mais le coût pour l'organisation, lui, il est réel et de 1 700 Fait que si, par exemple, vous décidiez de convertir ce coût-là en autre chose, par exemple en congé, ben cette même augmentation-là de 3 pourrait vous permettre peut-être même de donner là, 4 jours de congé, même si ça nécessite là, de remplacer cette personne-là, parce qu'il y en a certains que les congés, il y a un coût réel parce qu'on doit les remplacer. Bien, parfois, quelques jours de congé de plus, ça a encore plus d'impact qu'une augmentation de salaire. Ça peut être aussi une contribution une contribution REER ou retraite là, dans un régime d'épargne retraite. Et là, ben, la personne n'a pas nécessairement à payer de l'impôt, ça lui permet là, d'économiser. Puis même pour l'employeur, ben, il y a peut-être même une contribution là, qui peut même être plus élevée, là, donc à peu près 3,25 qui pourrait être fait plutôt qu'une augmentation. Ça pourrait être aussi pour nos employés qui sont en télétravail, ben, 1 700 là, c'est potentiellement un ordinateur portable, puis une allocation là, de 60 par mois environ. Sinon, ben, en termes de développement professionnel, ben, ça peut être 3 à 5 formations par année ou peut-être même les remboursements de frais de scolarité là, si on veut les encourager là, à soit retourner aux études ou à payer une partie des frais de scolarité d'un enfant, par exemple. Fait que c'est juste pour vous dire, ben, peut-être des fois, puis c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais peut-être ça peut être possible de leur donner le choix en disant, est-ce que tu préfères un ajustement de salaire ou est-ce que tu préfères qu'on utilise ces fonds-là d'une autre façon? Puis parfois, ben, ça peut avoir encore plus de portée puis d'impact sur nos gens que l'ajustement qui est souvent, malheureusement, vite oublié par les Il y a, employés. il y a quelqu'un dans le chat qui mentionnait également qui demandait une prime de reconnaissance. Il y avait formation aussi qui était mentionnée. Oui, tout à fait. Même des fois, des sous là, qui peuvent être investis dans l'esprit d'équipe, là, des activités d'équipe, des événements d'équipe. Dans certains cas, là, ça a beaucoup plus d'effet sur l'engagement que 1 d'ajustement là, annuel de plus. Donc, peut-être y réfléchir dans ce sens-là.
Alors, puis peut-être un petit point aussi sur les perceptions, parce qu'évidemment, je suis convaincue qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent répondre ou faire face à des employés qui ne sont pas nécessairement toujours satisfaits de leur rémunération, qui peuvent avoir l'impression qu'ils ne sont pas traités de façon équitable ou qui ont l'impression que leur salaire pourrait potentiellement être injuste. Euh, Ça se peut. Dans certains cas, ça pourrait être vrai, mais en fait, ce qu'on veut emmener à votre attention, c'est que souvent, quand on parle de rémunération, il y a beaucoup de perceptions. Donc, on va parler de perception d'équité ou une perception d'un sentiment de justice. Et selon, là, en fait, Lucie Morin, là, qui est une professeure là, au HEC, à ESG UQAM, en fait, on gère la perception ou le sentiment de justice à partir de trois éléments. Donc, d'abord et avant tout, c'est sûr qu'il faut que la décision en elle-même ait l'air équitable. Donc, c'est sûr que si pour certaines personnes, il y a une augmentation de 1 puis d'autres personnes, il y a une augmentation de 10 ou 15 c'est sûr que déjà d'entrée de jeu, on peut avoir l'impression que juste la décision en soi, elle est pas l'air juste. Mais par contre, si cette décision-là est appuyée sur un processus qui est clair, qui est objectif, qui a été peut-être communiqué, donc juste le fait qu'il y ait une certaine objectivité, ça va avoir un effet vraiment positif sur le sentiment de justice. Et finalement, la façon dont cette décision-là est communiquée, bien là aussi, ça va avoir un effet important là, sur la perception là, d'équité. Donc, même si on donne, dans le fond, si je reviens à un exemple, on va dire qu'on donne à quelqu'un un 2 d'ajustement, mais que ce 2 %-là a été déterminé de façon objective et ou est communiqué de façon bienveillante, ben, ça se peut que cette décision-là ne soit pas reçue de la même façon que si l'employé a l'impression que ça a été décidé comme ça parce que j'aime plus une personne que l'autre ou sur une base qui est plus subjective ou que ça a été envoyé par courriel un vendredi après-midi ou juste lancé à la volée là, dans un coup de téléphone, mais ça ne sera pas reçu de la même façon. Donc, une même décision va être perçue de façon très différente selon la façon qu'elle va avoir, selon la façon que la décision va avoir été prise et comment elle va avoir été communiquée. Donc, vous avez quand même une partie de contrôle, dans le fond, là, sur la perception de vos gens. Puis un petit bout par rapport à la transparence, on en parlait tout à l'heure. Donc, c'est sûr qu'il y a tout un continuum de transparence. Donc, et on retrouve des organisations un peu à différents niveaux là, de transparence. Donc, certains, pour encore aujourd'hui, vont être très, très, très hermétiques. C'est presque un tabou, là, tout ce qui touche la rémunération, ça va être gardé de façon très confidentiel. Donc, chacun, il y en a certains qui vont juste connaître leur salaire et rien d'autre. Ça peut être correct, mais comme je vous disais, je pense qu'il y a quand même du chemin là, à faire dans ce sens-là. D'autres vont décider de communiquer un peu la façon, là, les politiques ou la façon que les outils ont été développés, mais pas nécessairement les échelles. Donc, c'est déjà quand même un pas dans la bonne direction. D'autres organisations vont communiquer l'échelle de chaque poste. Tandis que d'autres vont communiquer l'ensemble des échelles. Et finalement, bien, tout au bout du continuum, on a certaines organisations là, qui ont décidé d'aller vers la pleine transparence salariale. Donc, tous les salaires individuels sont communiqués et disponibles. Donc, c'est sûr que ça, c'est une toute autre étape. Je ne suis pas en train de vous dire qu'aujourd'hui, il faut tous aller vers là et surtout pas le faire là, du jour au lendemain. Je pense que ce qui est important, si vous voulez cheminer là, dans ce continuum-là de transparence, c'est, bon, j'ai envie de dire qu'avant d'ouvrir la porte de votre garde-robe ou de votre politique, ben, peut-être vous assurer que ce soit quand même en ordre et que vous ayez des outils dans lesquels vous avez confiance, des outils que vous comprenez et qui suivent quand même les bonnes pratiques de rémunération.
de vous assurer, si vous avez des gestionnaires aussi qui sont porteurs de ces messages-là, qu'ils soient bien outillés, formés, parce que souvent, c'est eux qui vont devoir là, répondre aux questions des employés. Assurez-vous que vos façons de faire soient cohérentes avec vos valeurs. Tu sais, si par exemple, au quotidien, on met de l'avant le travail d'équipe, puis l'effort collectif, mais qu'après ça, quand vient le temps de donner les ajustements de salaire, ben là, on mesure là, uniquement là, la contribution individuelle ou des objectifs qui sont très quantitatifs, bien, ça se peut qu'il y ait un décalage là, entre les messages que vous donnez puis les pratiques là, que vous faites. Allez-y tranquillement. Je pense que c'est un muscle qui se développe. Ça reste quand même historiquement un peu tabou, la rémunération. Il faut, vous comme gestionnaire, vous habituer à avoir ces discussions-là. Donc, allez-y tranquillement. Puis une fois que vous êtes un peu plus familier, ben là, vous pouvez progressivement là, communiquer davantage d'informations. Il faut aussi revenir, même quand vous communiquez, là, j'ai justement un client qui m'écrivait là, hier, on a fait des présentations là, à l'ensemble de leurs équipes il y a peut-être un an ou deux, où on avait développé toute la démarche, là, tous les outils de rémunération. Puis là, il me disait, est-ce que tu pourrais revenir, dans le fond, pour présenter à nouveau le travail qui a été fait parce que il y a des nouvelles personnes dans l'équipe, il y a des fois les gens oublient, donc je pense que c'est vrai que c'est malheureusement, ou en tout cas, je pense que ça, faut pas se dire que même si on l'a communiqué une fois, que c'est terminé, là, on peut faire un check sur notre liste. Idéalement, peut-être à tous les ans ou aux 2 ans, je pense que c'est important là, de revenir sur ces éléments-là. Puis peut-être de vous assurer là, de prendre des décisions, même si vous n'avez pas de politique en place ou de structure salariale, peut-être de vous assurer d'avoir un rationnel là, derrière vos décisions pour être capable de les expliquer. Puis de Si je rester peux à les... juste, oh, Oui, excuse. vas-y. En fait, je vais juste rajouter sur ce que tu disais par rapport à la communication. C'est vrai pour la structure salariale, pour tout ce qui est salaire, mais c'est vrai aussi pour vos conditions que vous offrez. La compréhension des assurances, par exemple, collectives, du régime de retraite, s'assurer que les gens comprennent bien ce que ça représente, ce à quoi ils ont droit aussi. Donc, de ne pas négliger cet aspect-là, de peut-être annuellement refaire une petite rencontre pour bien l'expliquer aux gens pour que ça soit bien compris. Tu as tout à fait raison parce que c'est vrai que souvent on finit par oublier même qu'on a ces avantages-là. Puis peut-être de rester ouvert parce que veut pas, si vous sentez un inconfort de la part de vos gens, ben, ça ne veut pas nécessairement dire que tout est à revoir, mais il y a peut-être quelque chose quand même qui est un petit drapeau, puis de rester à l'écoute et souple, puis de faire évoluer vos conditions de travail parce que peut-être que c'était tout à fait correct, puis ça répondait aux besoins il y a 3 ans, mais ça se peut que vos gens aient changé, le marché a changé. Donc, je pense que c'est un travail en continu là, de pouvoir revoir ces choses-là. Alors, ben pour nous, ça faisait le tour quand même du contenu qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. Alors, il nous reste environ 5 minutes. Je ne sais pas s'il y avait des questions que vous souhaiteriez là, poser ou peut-être des partages là, de bonnes pratiques, de choses que vous avez testées dans vos organisations et qui ont bien fonctionné. Donc, je pense que vous pouvez peut-être lever la main ou signaler là, puis on va pouvoir débloquer votre micro là, si vous avez envie de partager ça. Si vous avez autre chose et que vous souhaitez quitter, c'est tout à fait correct aussi, mais sinon, on est là, Catherine et moi, pour répondre à certaines questions peut-être plus précises là, si vous en avez. Ça peut être dans le chat aussi si vous souhaitez l'inscrire. Moi, je peux par la suite la partager aux autres. Non, peut-être une petite question qui vient d'arriver. On a une question ici. Est-ce que des outils existent pour nous aider à établir une échelle salariale?
En fait, là, je ne sais pas de quelle organisation vous êtes. Bon, c'est sûr que si vous êtes entre autres un OBNL, il y a une boîte à outils qui est proposée par le CSMO ESAC, qui peut être achetée quand même à moindre coût, où là, vous avez quelques lignes directrices, un modèle de plan d'évaluation des emplois. Donc, on peut là, on peut peut-être retrouver ça. Nous, on a déjà fait dans le passé aussi. Si vous allez sur notre site web, on a fait aussi plusieurs webinaires là, spécifiquement là, sur les bonnes pratiques de rémunération. Et sinon, en fait, moi, j'accompagne en ce moment des cohortes en fait d'entreprises, là, 4 à 6 organisations en même temps pour pouvoir les aider dans la mise en place de leurs pratiques, leurs échelles salariales. Donc, c'est un programme qui est regroupé sur une période de 15 semaines, qui est vraiment beaucoup moins cher aussi là, et qui peut être financé par Service Québec. D'ailleurs, on va probablement relancer là, des cohortes à l'automne. Donc, ça peut être une option. Sinon, là, pour le moment, il y a quelques outils gratuits sur notre site web aussi que vous pouvez télécharger si vous le souhaitez. Il y aurait d'autres questions? C'est Non. assez tranquille au niveau du chat et du Oui. Q&A. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Vous allez pouvoir recevoir, là, dans le fond, la présentation. Le webinaire va être mis en ligne aussi. Donc, on reste disponible là, si vous avez des questions. Sinon, on vous souhaite une excellente journée.